Bonjour, je m'appelle Armand Hatchwell, je suis professeur à Mines ParisTech où j'enseigne principalement les sciences de gestion et l'ingénierie de la conception. Mais les travaux que je vais évoquer ici et qui ont inspiré la partie de la loi Pacte consacrée à la redéfinition de l'entreprise sont liés à la chaire de théorie de l'entreprise des mines qui est co-dirigée par Blanche Segresta et Kevin Levillain. Ces travaux ont débuté un peu avant la crise de 2008 et ils ont connu un développement important dans le cadre du Collège des Bernardins. Et à travers le rapport Nota-Sénar, qui y fait souvent référence, ils ont notamment abouti aux 3 éléments que la loi Pacte a promulgués, qui sont tout d'abord l'introduction de la responsabilité sociale et environnementale dans la définition même de la gestion d'une société. Ensuite, la possibilité pour toute entreprise de se doter d'une raison d'être. Et enfin, la création de la qualité de société à mission qui permet à une entreprise de se fixer des engagements autres que lucratifs et de faire contrôler la sincérité et l'exécution de la mission, à la fois par un comité de mission interne et par un organisme tiers indépendant. Alors, comment expliquer cette prise en compte de la responsabilité sociale et environnementale? D'abord, il faut prendre un peu de recul sur cette question. Parce que la loi Pacte adopte une démarche différente de la RSE, pour employer l'expression traditionnelle. On peut à la fois dire que la RSE est entrée dans la loi, mais ce n'est plus la RSE traditionnelle. Alors qu'est-ce que la RSE traditionnelle? Elle est née dans les années 70-80 en réaction aux grands accidents technologiques, puis aux marées noires, qui démontraient une indifférence, en tout cas, des grandes entreprises aux conséquences de leurs actions, surtout lorsqu'elles avaient le sentiment, et même plus que le sentiment, de ne pas être dans l'illégalité. Ensuite, la RSE a étendu à l'ensemble des atteintes aux droits humains fondamentaux et aux droits sociaux élémentaires, mais l'approche qui était retenue conduisait toujours soit à des régulations légales, plus rigides, plus dures, soit à des codes d'évaluation qui imposaient à une entreprise en fait de faire un bilan RSE régulier, soit enfin de mettre en avant un risque réputationnel pour une entreprise si elle adopte certains comportements. Mais après la crise de 2008, il est apparu de plus en plus clair que la RSE se heurtait à une transformation de la gouvernance des entreprises qui mettait l'accent sur l'impératif de rentabilité actionnariale et qui en plus avait normaliser cet impératif dans des codes de gouvernance qui sont devenus dominants à la fois dans la pratique, mais aussi dans l'ensemble des enseignements qui ont concerné la gestion des entreprises, notamment dans le domaine financier. En clair, la RSE n'avait pas vraiment eu d'impact sur la stratégie de l'entreprise, sauf en de rares cas. Donc l'orientation alternative qu'il fallait explorer consistait à dire que la RSE ne pouvait simplement être un outillage de gestion des risques ou de limitation des risques, mais qu'il fallait redéfinir l'entreprise à partir de sa responsabilité vis-à-vis du monde qui l'entoure et qu'elle contribue à transformer. Ce point a été, dès le départ, l'objectif que nous nous sommes assigné en tant que chercheur, et en fait, il s'agissait de dire que la mission, l'horizon d'une entreprise ne se limitait plus au seul intérêt des associés. Cette idée, il fallait la documenter, il fallait l'approfondir, et nos travaux dans le cadre du Collège des Bernardins ont consisté à mieux la fonder, en théorie, à mieux l'outiller, juridiquement, mais aussi doctrinalement, et à la fois du point de vue des sciences de gestion, notamment dans leur forme contemporaine, mais aussi
du point de vue de l'histoire des entreprises et enfin de l'histoire du droit. Plusieurs colloques, notamment au Bernardin, ont permis de discuter ces résultats avec les principaux acteurs sociaux, grandes entreprises, représentants publics et syndicats. Et c'est tout cet ensemble qui a fait les articles de la loi Pacte que nous avons évoqués au début. Alors, ce nouvel arsenal juridique, donc, qui fait basculer la RSE d'une vision supplément à l'action de l'entreprise à responsabilité désormais constitutive de ce qu'est l'entreprise, ce point de vue-là a plusieurs impacts. Il faut d'abord préciser que nous n'en sommes qu'au début de l'histoire. La loi a été promulguée il y a à peine un an. Et on en est encore à en étudier même les premiers effets. Mais on peut d'ores et déjà distinguer des effets à long terme et des effets à court terme. À court terme, on l'a vu, c'est l'adoption rapide d'une raison d'être, donc aussi d'un processus d'élaboration de la raison d'être par beaucoup de grandes entreprises. L'État y a mis du sien, puisqu'il a imposé désormais aux entreprises publiques ou à celles dont il est actionnaire de se doter d'une raison d'être. Cette adoption a eu des effets variables selon le processus adopté. Il est clair, déjà, que cela génère des modifications sensibles de certains choix stratégiques ou même des relations entre ces entreprises et leurs parties prenantes, ou les territoires, ou encore les environnements dans lesquels elles interviennent. Par ailleurs, le risque d'une raison d'être qui ne serait qu'une opération de communication est bien réel. Mais on voit déjà, et d'ailleurs l'ensemble des réactions que l'on a pu noter à la fois de la part des experts, mais aussi des dirigeants eux-mêmes, poussent aujourd'hui à donner à la raison d'être un engagement particulièrement crédible. À côté des entreprises à raison d'être, il y a eu le développement des sociétés à mission. Aujourd'hui, les grandes entreprises qui se dotent de la qualité de ces sociétés à mission sont en tout petit nombre pour l'instant. Mais en fait, on voit arriver toute une génération de PME. Et ces PME sont à la fois de nouvelles entreprises innovantes, mais aussi des entreprises plus mûres et qui veulent se doter justement d'une plus grande pérennité de leurs engagements sociaux ou de leurs engagements environnementaux. Une communauté des entreprises à mission a été créée il y a presque un an et demi, et elle accompagne désormais les entreprises dans cette mutation. Et c'est en soi une innovation et un nouvel acteur important dans l'univers des entreprises. Mais à plus long terme, ce nouveau droit implique une transformation importante de tous les enseignements et de toutes les formations qui parlent d'entreprise. Et c'est un changement de paradigme essentiel, car c'est au niveau de la transformation doctrinale, du système de formation, du système d'éducation, que cette nouvelle loi va construire le futur. Et à partir de cette appropriation que l'on donnera dans l'ensemble des formations de gestion, d'économie, de commerce et au-delà, que les acteurs pourront s'emparer de la nouvelle loi pour lui donner toute sa dimension. Et le changement de paradigme, on ne peut pas le minimiser. Depuis cette loi, il est bien clair que l'entreprise n'est plus seulement un acteur économique. C'est un acteur transformateur du monde dans lequel on est, donc de la civilisation dans laquelle on est, y compris de la nature dans laquelle nous vivons. Et c'est la prise en compte et la prise de conscience de cette action sur le monde et sur la civilisation qu'acte la loi Pacte. Donc les conséquences théoriques et juridiques prendront du temps, mais elles seront certainement majeures. Alors,
est-ce que déjà, par exemple, les entreprises mobilisent des collaborateurs dans cette démarche? Oui. Le processus même d'élaboration de la raison d'être a conduit, dans la plupart des cas, à une consultation des personnels, qui était nouvelle. On n'avait jamais demandé, dans des grandes entreprises, au fond, ce qu'on voulait comme horizon, comme engagement futur, qui pouvait mobiliser tout le monde. Il ne s'agit pas simplement de décrire l'activité telle qu'elle est, il s'agit de se projeter dans ce que l'on veut préserver et dans ce sur quoi on veut s'engager et innover pour répondre aux grands enjeux futurs. Et donc, les personnels ont été mobilisés au moins à titre de consultation et même d'amendement de la raison d'être. Alors, dans les sociétés à mission, c'est différent parce que dans les sociétés à mission, la loi impose un salarié dans le comité de mission. Alors, bien sûr, on aurait pu se demander s'il fallait pas plus qu'un salarié ou même si la représentation des salariés ne devait pas être plus codifiée. Mais c'est indiscutablement une introduction des salariés, non seulement au conseil d'administration, ce qui est déjà le cas dans certaines entreprises, mais aussi dans dans la gouvernance étendue de la société à mission. Alors, pour finir, est-ce que l'on peut, dans ces nouveaux cadres juridiques, mieux concilier responsabilité et rentabilité? Eh bien, la réponse est évidemment oui. Parce que, en fait, a priori, responsabilité sociale, environnementale et rentabilité n'ont en rien à être nécessairement antagoniques. Lorsqu'elles sont antagoniques, si on en décide le cas, et elles vont être antagoniques si on définit par avance que le seul critère, c'est la rentabilité et que c'est elle qui doit être maximisée. Évidemment, dans ce cas-là, puisque c'est ce critère-là qu'on maximise, la plupart des autres critères pourront apparaître potentiellement antagoniques. Mais si, dès lors qu'on les prend tous les deux en compte, y compris avec des poids variables, alors nécessairement, c'est de nouvelles stratégies qui apparaissent, c'est des innovations nouvelles de combinaison de la rentabilité et de la responsabilité qui deviennent possibles. Et bien sûr, comme pour toujours, il y a des gens qui seront capables de les allier et même de faire de leur alliance une puissance de développement importante. Pour d'autres, ça va être plus dur et ce sera simplement des compromis à rechercher. Mais, in fine, ce mouvement aura atteint son but, qui est de faire que la rentabilité ne soit plus antagonique de la responsabilité sociale et environnementale, que la responsabilité sociale et environnementale puisse être un stimulant, ça peut arriver, tout à fait, à la rentabilité, et que la rentabilité puisse aider à la responsabilité sociale et environnementale. Voilà, je crois, quelques perspectives qui sont déjà bien engagées dans cette nouvelle loi.